marin exceptionnel. Antoine de Brudy d'Entrecasteaux est né à Aix-en-Provence en 1737. Il appartient à une famille fortunée du Haut-Var, son père occupant la fonction de président du Parlement de Provence. En raison de sa parenté avec Suffren, il entre dès l'âge de 15 ans dans la marine, suivant la meilleure école, celle de la mer. Il s'illustre tout particulièrement en 1785 au commandement de la frégate Résolution. Il affrontera la mousson et ouvre une nouvelle route maritime vers le Pacifique, en passant par le détroit de Malacca et les Philippines depuis l'océan Indien. Sa maîtrise parfaite tant du commandement des marins que de la navigation et sa capacité à affronter tous les périls en font l'homme de la situation en 1791. Durant l'été 1791, alors que la monarchie française est au bord de l'implosion, Louis XVI et Fleurieux n'en continuent pas moins de se préoccuper du sort de la Pérouse. Ils rédigent leurs dernières instructions à l'adresse du capitaine de vaisseau d'Entrecasteaux, un remarquable marin très expérimenté et apprécié de ses hommes. Deux flûtes sont armées et aménagées en frégate, la Recherche et l'Espérance. Ces deux vaisseaux de 500 tonneaux sont peu maniables et lents à la manœuvre, l'Espérance se révélant être un véritable boulet. Malgré l'anarchie qui commence à régner dans les ports français, de nombreux officiers se portent volontaires pour tenter l'expédition. Ils y voient de toute évidence une occasion en or d'échapper à l'ambiance de révolte qui sévit en France. Quant aux scientifiques, ils sont plutôt favorables à l'Assemblée législative. Les débats à la table des officiers sont souvent vifs avec les gradés monarchistes de la navale. L'expédition, pourtant organisée dans un climat défavorable, ne cédera en rien par la qualité de ses travaux à celle de la Pérouse. D'Entrecasteaux, qui commande la Recherche, est entouré des plus grands marins. Huon de Kermadec, placé en tête de l'Espérance, Rossel, Julien de Gravière et Willomèze, deux futurs amiraux. Quant aux scientifiques présents, ils sont également prestigieux. Outou de la Villardière, médecin et botaniste, Blavier, naturaliste, Chailly-Élie, dessinateur, Ventenant et Pearson, astronome, Claude Bertrand, abbé et physicien, Félix Lahaye, jardinier du roi, ou encore Beautemps-Beaupré, ingénieur cartographe et hydrographe. En route vers la Pérouse. Les deux équipages partent de Brest le 28 septembre 1791 sous les acclamations d'une foule enthousiaste. D'Entrecasteaux se voit nommé chef d'escadre en ouvrant le pli cacheté qui lui a été confié avant le largage des amarres. Il emporte sur ses navires environ 8 mois de provisions. Les premières semaines de navigation se déroulent très bien. Comme lors de l'expédition de Bougainville, une passagère clandestine s'est glissée dans le navire sans que le nouveau chef d'escadre en soit informé. D'Entrecasteaux fait escale au Cap, en Afrique du Sud, dans la baie de la Table. De là, il se voit contraint de débarquer plusieurs savants qui refusent de collaborer plus longtemps avec des officiers royalistes jugés trop conservateurs. Claude Bertrand quitte le navire. L'ambiance révolutionnaire touche nos officiers français, pourtant bien loin des intrigues de Versailles et Paris. Mais une bonne nouvelle compense ce départ. Une dépêche du commodore Hunter présent à Botany Bay avec la Pérouse, signalant que des indigènes auraient été vus affublés d'uniformes français aux îles de l'Amirauté, dans l'archipel Bismarck, au large de la Nouvelle-Guinée. Cette rumeur est pourtant fausse, mais elle galvanise les esprits de tous les marins de l'expédition d'Entrecasteaux. Le cap est donc donné pour cette direction. Fin février 1792, l'escadre longe l'île d'Amsterdam et aborde les côtes de la Tasmanie, alors dénommée Terre de Van Diemen. Pour la première fois, d'Entrecasteaux explore le canal qui sépare la Tasmanie et l'Australie. Il portera désormais son nom. Il repère également la baie des Tempêtes qui permet d'abriter des vaisseaux de ligne de par ses dimensions. Les équipages font ensuite cap vers la Nouvelle-Calédonie. Le manque d'eau potable et de nourriture commence à se faire ressentir. Le 20 juin 1792, Esmivy d'Auribeau préserve du naufrage l'Espérance qui allait droit sur des brisants, tandis qu'un jeune capitaine sauve la Recherche sur le point de subir le même destin. C'est un vrai miracle si l'expédition ne s'achève pas tragiquement ce jour-là. Faute d'avoir à sa disposition des canaux pontés, les équipages ne peuvent aborder nulle part. Ils se dirigent donc vers les îles Salomon en ignorant qu'ils sont alors très proches du lieu du naufrage des navires de la Pérouse. Après un arrêt sur l'île de Bougainville, l'escadre relâche sur l'île de Nouvelle-Bretagne avant d'atteindre les îles de l'Amirauté. Malgré les rumeurs persistantes, il n'y a pas la moindre trace de la Pérouse et de ses marins. Les navires se faufilent par le détroit de Saint-Georges et par celui de Dampierre avant d'atteindre l'île d'Amboine, qui est alors un comptoir sous pavillon hollandais dans les îles Moluques. On prend le temps de soigner les malades du scorbut et de réparer les navires tout en remplissant les tonneaux d'eau potable et de nourriture fraîche. Après un mois passé dans les Moluques, les deux navires repartent le 13 octobre 1792 vers le Timor et la côte ouest de l'Australie. Ils essuient alors de terribles tempêtes et l'eau stockée depuis Amboine se trouve être impropre à la consommation. À bord, on commence à mourir de déshydratation sévère. Les navires essayent par 2 fois d'aborder les côtes australiennes, mais n'y trouvent pas d'eau potable, seulement le bush aride et le désert australien. Ils atteignent finalement la Tasmanie le 21 janvier 1793. L'eau potable et le bois de construction s'y
retrouve la profusion. Après 5 semaines de halte en Tasmanie, les équipages, bien reposés, mettent le cap vers la Nouvelle-Zélande. Ils échangent des objets et de la nourriture avec les Maoris habitants de la pointe nord-ouest de l'île du Nord et décident de rallier les îles Tonga sans faire d'escale. Ils achèvent ainsi le tour de l'Australie. En dialoguant avec les indigènes des Tonga, ils ont désormais la certitude que l'expédition de la Pérouse est passée par là. Une halte de 15 jours dans les îles Tonga est décidée par les officiers, qui sont fort bien accueillis par la reine des Tonga, femme du chef suprême des Tonga, Fatafei Fununuyava. À leur retour en mer, les Nouvelles Hébrides sont rapidement atteintes et la Nouvelle-Calédonie est très proche. Les Kanaks se souviennent du passage des 2 grands navires. En avril et en mai 1793, les Français séjournent en Nouvelle-Calédonie. Ils sont plutôt bien traités par les Kanaks, qui se révèlent toutefois être cannibales. Huon de Kermadec y décède, mort d'épuisement. On doit enterrer son corps en cachette pour éviter qu'il ne fasse un festin pour les anthropophages. Oribo devient alors commandant en second. D'Entrecasteaux ne relâche pas ses efforts pour retrouver la Pérouse et poursuit sa recherche du Nord dans les îles Salomon. Un matin, Vanikoro est en vue dans sa lunette. Sans y faire une halte, il la baptisa ironiquement l'île de la Recherche. De Caraïbes dans Scylla. Les îles Salomon passées au peigne fin, les recherches se portent vers les îles Moluques. Mais le 8 juillet 1793, d'Entrecasteaux est atteint par le scorbut et la dysenterie. Il refuse alors de faire une halte en Nouvelle-Guinée et force la voiture de la Recherche, plus rapide que l'Espérance, pour rallier rapidement les Moluques. Mais il ne les verra malheureusement jamais. Il décède le 21 juillet. Le commandement de la Recherche revient à Oribo, un royaliste détesté par les scientifiques et l'équipage. Rossel assure de son côté le commandement de l'Espérance. Oribo est rapidement atteint du scorbut à son tour et confie la direction des navires à Rossel. Une fois remis sur pied grâce à des escales à Waiju et Boroe, il la reprend. Le 18 octobre 1793, les 2 frégates atteignent la baie de Surabaya, au centre de l'île de Java. De là, les membres de l'expédition apprennent l'exécution de Louis XVI et l'entrée en guerre de la France contre la Hollande qui contrôle Java. De Batavia, des ordres sont donnés pour laisser les 2 navires français pénétrer dans la passe. Oribo et plusieurs officiers obtiennent l'appui hollandais pour faire arrêter les Français qui ont pris le parti de la République. Les Hollandais n'hésitent pas à bafouer le droit maritime, confisquant les 2 navires français au profit de leur compagnie des Indes et internant les membres de l'équipage à Batavia, où beaucoup vont périr. En août 1794, Oribo obtient des Hollandais que toutes les collections de l'expédition lui soient remises, mais il décède brusquement dans des conditions suspectes. Rossel reprend le commandement. En mars 1795, il négocie le retour au pays des membres de l'expédition sur un navire de la Compagnie des Indes hollandaise, l'Ougli. Mais leur malheur ne s'arrête pas là, ce serait trop facile. Arrivés à la haute de l'île Sainte-Hélène, les Anglais capturent le navire. Longtemps alliés, les Anglais et les Hollandais sont désormais ennemis après la prise de la Hollande tout entière par le général Pichegru. En effet, dès février 1794, il remplace Jourdan à la tête de l'armée du Nord. Il la réorganise et mène une très belle campagne en Flandre. Il entre le 7 juillet à Anvers, à Amsterdam le 20 janvier 1795, il bat l'ennemi à Cassel, à Courtrai, à Ménin et s'empare de Bois-le-Duc, de Venlo, de Nimègue et passe la voile sur la glace. Il conclut la campagne 2 jours après la capture de la flotte hollandaise au Helder lorsqu'il envoie sur le Zuiderzee un escadron de hussards charger la flotte hollandaise prise par les glaces. Le 14 février 1795, il entre à Groningue dans le nord des Pays-Bas. L'ensemble du pays est occupé par la République française. Les Anglais confisquent les collections avant d'être restituées, cartographie incluse, grâce à l'intervention de Sir Banks. L'amirauté britannique a toutefois pris soin de dresser un inventaire complet, volant par la même occasion toutes les découvertes cartographiques de l'expédition d'Entrecasteaux. Mais également les herbiers, environ 10 000 plantes, plus de 1000 oiseaux empaillés, des milliers de poissons et de reptiles séchés, des listes de vocabulaire de langues océaniennes, etc. Nous pourrions encore aller plus loin dans l'exploration du personnage de Bruni d'Entrecasteaux. Il a été gouverneur général des Mascareignes entre 1787 et 1789, suite à 2 brillantes explorations de nouvelles routes maritimes vers la Chine, où il passe par le détroit de Sonde, les Mariannes et les Philippines jusqu'à Canton en traversant en pleine mousson des régions hostiles et inexplorées. Encore aujourd'hui, le nom d'Entrecasteaux résonne au sein de la marine française, portant le nom d'une classe de vaisseaux. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur les grands personnages de l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires, ainsi que de nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. À la prochaine!